Alors j'avais envie de faire une petite vidéo pour ce 1er mai et se rappeler un petit peu du pourquoi en fait on fête le 1er mai parce que finalement moi je sais pas toi mais moi c'est assez souvent que je me dis mais au fait on fait quoi aujourd'hui en fait on est ok je travaille pas mais c'est quoi? Alors le 1er mai en fait c'est depuis les années 1890 que il y a eu et ça venait des États-Unis, ça a été marqué comme la journée de manifestation. Et puis en 1941, sous le régime de Vichy, est instauré un 1er mai férié en tant que fête du travail et de la concorde sociale, en référence de la devise du régime de Vichy, travail, famille, patrie. Alors, c'est un peu là-dessus en fait que j'ai envie de faire une vidéo pour re-questionner un petit peu ces devises. Donc, il y a eu la devise Vichy, famille, travail, patrie, et puis ensuite égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité. Et ce qui est intéressant pour moi aujourd'hui, c'est de se questionner sur la valeur travail et de se rendre compte que, en fait, pendant toutes ces années-là, on nous a bien montré que le travail était une valeur fondamentale, que la patrie était quelque chose de fondamental, que le travail, la famille était quelque chose de fondamental. Donc, en gros, si tu regardes bien, on a fait du groupe du système la priorité en fait pour les humains. C'est pour ça qu'on en arrive là en fait, parce que depuis tout ce temps-là, de manière inconsciente, c'est ce qu'on appelle l'inconscient collectif, eh bien le lien familial, le lien sociétal finalement prend le pas sur l'individualité. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que, et je t'invite vraiment à te poser cette question, de regarder dans ton système familial comment ça se joue. Est-ce que pour toi, le plus important, c'est de répondre en fait aux besoins, aux attentes en fait de ta famille? Et est-ce que tu reçois en retour de la reconnaissance de ce que tu es, non pas de ce que tu fais, mais de ce que tu es de manière fondamentale? Idem dans l'entreprise, tu t'investis beaucoup, qu'est-ce que tu reçois en retour? Est-ce que tu reçois autant que tu donnes? Est-ce que tu peux regarder en gros, l'équilibre ou le déséquilibre entre voilà, ce que tu donnes de toi et surtout ce que l'on renvoie de toi. Depuis, quand on regarde dans le niveau familial, ce que j'observe moi, c'est qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui viennent en fait qui ont eu une enfance avec un lien d'attachement désorganisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois sur deux, la mère, puisque c'est souvent la figure d'attachement principale, la mère en fait était soit elle-même tellement perturbée, soit tellement insécure qu'elle n'était pas en capacité de répondre à tes besoins. Et ça commençait très tôt. Ça commence souvent dans le berceau, ça commence ensuite voilà, dans les jeux. Ta mère, en fait, ne s'est pas vraiment occupée de toi dans le sens où elle ne t'a pas renvoyé elle ne t'a pas expliqué ce qui s'est passé, elle n'était pas capable de se souvenir de comment tu étais petit, ce genre de choses. Il n'y a pas eu de récit de toi enfant. Euh, Moi, je sais que c'est quelque chose dont j'ai pris conscience très tardivement, que quand je demandais en fait à mes parents, mais comment j'étais, enfin, et je sais que j'ai passé beaucoup de temps enfant déjà à poser la question de qu'est-ce qui s'était passé en fait dans mon enfance, parce que je savais que ma mère était dépressive et que pour moi, bah, j'en étais la cause en fait. Et ce n'est que bien plus tard que, alors je savais que j'avais été confiée à ma grand-mère, mais je ne savais pas en fait que ma mère était avec moi. Et ce manque en fait de récit sur ton passé fait que aujourd'hui, bah justement, tu ne te souviens pas en fait de ton enfance.
Et ça montre déjà quand on ne se souvient pas de son enfance. Moi, j'ai vraiment mais très très peu de souvenirs enfants, et je sais que ça, c'est la preuve justement que je n'ai pas eu, que ma mère finalement ne m'a pas renvoyé, ne m'a pas fait ce renvoi, ce retour régulièrement de ce que je faisais de bien, de qui j'étais, la beauté, enfin la merveille que j'étais, quoi, en fait. Non, non. Et donc, quand on a comme ça une mère qui est en carence affective, eh bien, l'enfant va très vite devenir justement le thérapeute, en fait, de sa maman. Et c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de thérapeutes, en tous les cas de personnes dans le bien-être, qui ont en fait qui ont vécu en fait ces problématiques de carence affective. Et donc, quelque part, pourquoi je te raconte ça? Parce que justement, c'est à cause de ça que finalement, l'autre est plus important que moi. Et ça va se continuer. C'est-à-dire que le premier système qui se crée dans notre vie, c'est maman. Maman et moi, ça c'est le premier, voilà, c'est la première âme groupe en fait. Il y a une fusion, donc il faut qu'il y ait une fusion pour que j'existe en fait, pour que je survive. Ça c'est obligatoire. Ensuite il y a papa, ensuite il y a les frangins, les frangines. Donc et c'est ensuite à partir de cette base-là, de comment s'est constituée en fait cette première inclusion de qui tu es au sein en fait de la famille, quel est ton rôle en fait dans cette famille, que ensuite bah, tu vas continuer ce rôle en fait dans la société en fait, dans des relations extérieures, mais aussi dans ton travail, etc. Et vu que tu comprends que vu que il y a voilà, beaucoup de gens qui ont manqué finalement de sécurité et d'amour dans leur enfance, eh bien, et même quand on en a, enfin, il y en a beaucoup qui en ont manqué. Il y a eu beaucoup de gens aussi, je crois qu'il y a 50% aujourd'hui, c'est à peu près les chiffres selon la théorie polyvagale, que 50% des gens sont en mal-être, voilà, dépressifs, troubles anxieux ou ce genre de choses. Et donc, il y a d'un côté cette problématique de lien d'attachement, et puis il y en a d'autres aussi qui ont vécu des traumatismes. Et les traumatismes, ça peut être simplement, et là cet après-midi, j'ai eu un espèce de flash, parce que bah, finalement, moi, j'ai vécu cette difficulté de lien d'attachement avec ma mère, mais mes sœurs aussi ont été traumatisées. Ma sœur aînée a eu une intervention chirurgicale très tôt, dès qu'elle est née, et ma deuxième a été opérée des amygdales. Et ça, c'est des traumatismes, en fait. Sauf que, bah, souvent, surtout chez les tout petits, maintenant, en fait, on a des études qui montrent que l'enfant va se protéger, va plutôt éviter, en fait, le danger, va dissocier, et donc voilà, ou oublier aussi, parce que ça c'est aussi un des moyens justement de se protéger, c'est d'oublier. Et dans ces cas-là, voilà, comme il y a eu traumatisme, eh bien, on va s'appuyer sur la famille, on va aller vers la figure de sécurité. Et si la mère, à ce moment-là, était bah, suffisamment bien, alors du coup, bah, elle va pouvoir jouer son rôle. Plus ou moins, mais voilà, en tous les cas, selon les personnes, euh, bah, c'est vécu en tous les cas de manière plus ou moins forte et avec des impacts plus ou moins forts. Mais je crois quand même que euh, c'est ce manque justement de sécurité que nous avons eu avec notre maman et aussi avec le papa, mais surtout avec la maman, qui va faire que plus tard, eh bien, on va chercher une autre figure de sécurité. Et donc la figure de sécurité, ça va être le travail. Voilà. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles on a vu qu'il y avait depuis les guerres, depuis beaucoup de choses, ça a été déjà démontré, beaucoup de femmes en fait étaient en mal-être.
donc incapacité finalement de répondre de manière complètement positive aux besoins de l'enfant. Et donc, ça a créé en fait de l'anxiété. Et finalement, au moment de la guerre, il y a eu en plus un besoin, enfin une attente finalement de la société de rentrer dans une phase beaucoup plus industrielle. Et quelque part, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, je ne sais pas qui a décidé quoi, mais c'est-à-dire que d'un côté, on avait une carence affective et émotionnelle, et de l'autre côté, une société qui est venue proposer une société de consommation qui, comme par hasard, est venue quelque part combler ce vide intérieur. Et donc, c'est comme ça que l'humanité est rentrée dans un système où il s'est perdu, où il a cru que finalement, bah oui, parce que tu allais avoir, et la société de consommation, les publicités, ont vraiment joué là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont, quelque part, consciemment ou pas, j'en sais rien, mais ils ont appuyé sur justement les manques affectifs. Et aujourd'hui, on le sait bien, hein, les publicités utilisent beaucoup les neurosciences pour venir appuyer sur, bah oui, par exemple, en ce moment, on sait, et les sociétés d'études, enfin les sociétés de marketing, je suis bien placée pour le savoir, parce que j'étais à cette place-là il y a quelques années, font plein d'études pour pouvoir identifier les valeurs fondamentales en fait des individus. Donc celles qui sont montantes. Ah bah oui, en ce moment il y a voilà une valeur montante qui est la liberté. Donc comment la société de consommation va venir parler en fait, promettre la liberté à travers la consommation. Je regardais l'autre jour une jolie publicité de parfum libre. Voilà, le nouveau parfum de je sais plus qui, c'est libre. Et donc on va comme ça te montrer à travers le véhicule, à travers tout ça, c'est un symbole, on va te promettre un symbole de liberté. Donc toi, au niveau du cerveau, quelque part, va y avoir une tentation. Bah oui, je cherche la liberté, je cherche voilà l'individualité. Donc je suis attirée comme vraiment un robot quoi en fait. C'est attiré par tous ces trucs-là, en pensant que finalement ça va te rendre heureux parce que ça vient activer en fait un besoin chez toi, mais en réalité ça ne fait que t'aliéner en fait. Au lieu de te libérer, tu t'aliènes en fait. Et donc c'est comme ça que le travail finalement est devenu la valeur fondamentale des humains, parce que bah oui, pour pouvoir s'offrir tous ces trucs-là, bah, il faut travailler comme un malade. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est que finalement, on a complètement détourné cette valeur travail. C'est-à-dire qu'on a fait de l'argent la priorité pour travailler. D'ailleurs, on avait une discussion ce matin avec ma fille qui me disait, bah oui, en fait, je dois travailler pour gagner de l'argent. Non, non, tu dois travailler pour le travail. Normalement, à l'origine, c'est vraiment la manifestation du don de Dieu que tu es, en fait, de tes talents. C'est l'œuvre que tu montres au monde, en fait, qui va ensuite générer l'argent. Mais l'argent ne devrait pas, en tous les cas, être le premier motif, en fait, de travailler. Non, on est là, le travail est là pour répondre à des besoins plutôt essentiels, justement de lien social, justement de lien profond, de connexion d'âme à âme, de recherche de connaissance de soi. Voilà, je pense que le lien, c'est vraiment, mais un lien profond, pas un lien superficiel, tu comprends? Donc, et aujourd'hui, on arrive justement à cette aberration. Quelque part, ben, on fait l'expérience et on fait le constat que ben, on a répondu à cette promesse en fait que le travail bien allait le travail c'est la santé, hein, voilà, il y a quand même des gros slogans, des chansons, tout ça qui est venu vraiment nourrir et pousser les humains à travailler comme des tarés.
Et puis finalement, on se rend compte que, bah non, oui, ça vient remplir notre portefeuille. On a répondu à cette société de consommation, mais ça ne nous rend pas complètement heureux. Pourquoi? Parce que finalement, en répondant à ça, on s'est complètement coupé de nos besoins profonds, qui sont voilà, des besoins de sens, des besoins de connexion profonde. Et donc, j'en invite justement dans ce premier, dans ce 1er mai, vraiment à te re-questionner sur cette valeur travail et te dire, et vraiment être convaincu que tu as le choix. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très ancré. J'ai ma chienne qui demande à rentrer, voilà, mais elle va attendre. Donc il y a vraiment là aussi, c'est ancré dans le système, dans notre insécurité, c'est lié tout ça. Je ne sais pas si tu me suis. En fait, c'est parce que justement on est insécure que du coup on va chercher la sécurité. On va la chercher d'abord à l'extérieur. On va d'abord se marier. On va voilà, chercher à se sentir en sécurité en devenant propriétaire, en ayant une voiture, tout ça étant des symboles en fait de sécurité. Et puis une fois qu'on a comblé tous ces trucs-là, on se rend compte que finalement, bah non, on n'est toujours pas, voilà, on n'est toujours pas satisfait. Donc il y a vraiment à revisiter la priorité de tout ça et de se rendre compte que, bah non, tu n'es pas obligé en fait de répondre à cette injonction. J'en suis la preuve. Je gagnais il y a encore quelques années jusqu'à 7 000 € net par mois. Bah, aujourd'hui, j'en gagne beaucoup moins. Mais finalement, je suis beaucoup plus heureuse. Alors, bah oui, c'est sûr que j'ai limité mon train de vie, que je fais plus du tout les mêmes choses. Mais est-ce que ça me manque? Bah non, en fait. Non, parce que je n'ai plus besoin de me nourrir autant que je le faisais avant de choses superficielles, en fait. Tu comprends? Quand on croit qu'on n'a pas le choix, c'est que finalement, on est complètement enfermé dans notre inconscient. C'est que c'est l'inconscient qui pivote, en fait, qui pivote n'importe quoi, qui pilote ton mental et qui a oublié que finalement te coupe vraiment de ta puissance. Et aussi, c'est en lien finalement avec un gros problème d'estime de soi, de valeur de soi, qui elle-même prend sa source justement dans le manque d'attachement dont je t'ai parlé précédemment. Je ne sais pas si tu vas me suivre, mais c'est parce que justement ta mère, ton père ne t'ont pas renvoyé qui tu étais, qu'ils n'étaient pas en capacité de répondre à tes besoins fondamentaux dès tout petit et peut-être même parfois durant la grossesse. Si la mère était stressée, et il y en a eu beaucoup en fait qui ont des mères qui étaient voilà, qui ont eu des chocs ou voilà, qui elles-mêmes étaient traumatisées. Donc ça se répercute sur le bébé et donc quand tu arrives, et ben finalement il y a pas de temps pour toi, il y a pas voilà, il y a pas d'attention sur toi et donc ça va vraiment venir sur cette problématique de valeur de toi, d'estime de toi, d'image de toi. Voilà, tu ne sais pas, en fait, tu ne sais pas vraiment qui tu es. Tu n'as pas conscience, en fait, de tous tes potentiels. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de travailler sur ce sujet pour que ensuite, pour retrouver d'abord cette estime de toi, tu comprends que à partir du moment où tu crois tu n'as pas confiance déjà dans ton environnement, parce que c'est le premier truc. La première chose, c'est que un attachement, un lien insécure, et ça maintenant c'est vraiment démontré, un lien insécure, eh bien amène une espèce de non-confiance. Tu n'as pas confiance dans ton environnement. Donc du coup, si tu n'as pas conscience dans ton environnement, tu vas construire la philosophie que tu dois te débrouiller tout seul. Et donc, quand tu vas te débrouiller si tu dois te débrouiller tout seul, eh bien, voilà, il va falloir, et tu crois aussi que les choses sont dures, en fait, que, bah oui, parce que c'est difficile en tant qu'enfant de se débrouiller tout seul. Tu prends un rôle d'adulte, voilà, et donc tu es très loin de cette vision innocence de l'enfant. Tu as aussi cette croyance que finalement,
personne ne peut t'aider, que toi tu peux aider les autres. Donc ça, c'est quelque chose que tu développes très tôt. Tu vois, tu penses aux autres, tu vas développer cette attention aux autres, mais tu as beaucoup de mal à recevoir de l'amour. Tu peux, voilà, recevoir de la reconnaissance dans ton travail, mais la reconnaissance de l'amour, elle est très difficile. Et donc, pour pouvoir t'apporter une image de toi, une valeur de toi, l'image, enfin la valeur travail, le travail est aussi l'endroit rêvé. Bah oui, les statuts, tout ça, voilà. Donc tu vas peut-être te lancer dans des études, tu vas faire des diplômes, et donc du coup, voilà, ton travail va être un élément pour pouvoir construire en fait cette estime de toi. Et c'est ok. À partir du moment où si tu fais quelque chose qui te passionne, bah alors génial. Là, ça va vraiment construire ton estime de toi. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens en fait qui, justement par manque d'estime de soi, ont choisi des jobs qui finalement n'allaient pas nourrir justement leur connexion à eux. Voilà, ils font un truc, ils ont fait un truc parce que en fait, ils savaient pas du tout ce qu'ils faisaient, quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, ok, ils ont gagné de l'argent, ils ont construit une famille, mais ils ont construit, tu comprends qu'ils ont construit, tu as construit ta famille et tu as construit voilà, ta vie, en fait, sur des fondations qui étaient super fragiles, sur cette notion que en fait, tu sais pas qui tu es, et de la sensation que tu n'as pas de valeur, et que en plus, tu es dans un environnement insécure. Et puis, tout d'un coup, et ben, bam, là, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui perdent des proches, voilà, qui vivent des choses difficiles, soit à travers des divorces, soit perte de travail. Enfin, voilà, on est amené à vivre, bam, des événements, des chocs qui vont faire remonter, en fait, tes traumatismes d'enfance. Et donc, si tu ne t'en occupes pas, si tu fais de nouveau l'autruche, bah, ça va devenir un enfer, en fait, pour toi. Parce que tu comprends que tout ce que tu as cherché à oublier, et ça s'est fait naturellement, hein, tout ça c'est très inconscient, ça a été des gardiens qui t'ont protégé pendant des années, mais tout d'un coup, bam, il y a un événement, et c'est très bien parce que finalement, ces événements-là t'obligent justement à aller retravailler sur des choses du passé, et pour te solidifier une bonne fois pour toutes, et à grandir et à passer des caps en fait dans ta vie. On est là pour ça. Donc du coup, tout est juste en fait, hein, tout est parfait. Et finalement, ça va t'obliger à vraiment regarder la chose la plus importante, qui est l'estime de toi. Et à partir du moment où tu auras travaillé, tu te seras libéré de tous ces traumas souvent transgénérationnels, hein, de non-estime, de non-valeur, d'insécurité, etc. Eh bien, tu sauras qui tu es beaucoup plus. Tu auras une perception même physique, hein, émotionnel, voilà, et tu seras beaucoup plus à même de faire des bons choix, de suivre en fait ce qui est important pour toi, de remettre la priorité au bon endroit, et puis ensuite, voilà, de vivre une vie qui justement et de choisir un travail qui va encore une fois, qui va te donner du sens, qui va vraiment te renvoyer justement cette image positive de qui tu es. Tu vas prendre soin de l'environnement dans lequel tu vas travailler, tu vas t'assurer, voilà, parce que tu sauras que tu mérites ça, en fait. Mais tant que tu ne reviens pas à la case départ, c'est-à-dire à toute cette croyance, en fait, que tu ne mérites pas de la sécurité, de l'amour, etc., eh bien, il n'y a pas de danger quelque part, que tu t'autorises à devenir entrepreneuse, quoi. C'est juste pas possible. C'est juste, mais non, mais moi, entrepreneuse, mais non, mais moi, je suis une merde. Moi, en fait, tout ce que je fais, je fais du mal aux gens. De toute façon, je prends trop de place. De toute façon, je suis nulle. Donc, comment veux-tu vraiment devenir la créatrice de ta vie? C'est juste pas possible. Et le risque, c'est d'en rester là, de se dire, de rester à ce moment-là, là où tu en es, de rester avec cette plainte et cette croyance,
sans t'autoriser justement à faire le travail qu'il faut, bah oui, c'est sûr qu'il va falloir remonter les manches. C'est le travail du héros, mais il y a un moment donné, voilà, tu t'as pas le choix. Donc, je crois que vraiment c'était important pour moi bah, voilà, de poser ce sujet du travail. Et puis, autre chose aussi qui me vient là à l'esprit, c'est qu'il faut bien avoir conscience que la vie nous invite à l'harmonisation. Et ça fait plus de 2000 ans que justement, comme je viens de te l'expliquer, la valeur travail a été mise beaucoup trop en avant. Tu te rends compte que dans les deux devises, égalité, liberté, égalité, fraternité, encore, bon, liberté, égalité, si, parce que dans l'égalité, finalement, il y a cette notion de travail. Elle est beaucoup plus déguisée, mais elle est là, en fait. On te demande d'être pareil que les autres. Non, mais où est-ce que, tu vois, tu peux pas promouvoir l'entrepreneuriat en faisant la promotion d'une valeur égalité. Non, non, c'est-à-dire que tout le monde doit être au même niveau, quoi. Bah non, en fait. Et voilà, depuis, en tous les cas, avec la notion le fait que on continue, moi je trouve ça hyper intéressant de regarder justement l'origine des fêtes et de voir à quel égrégore c'est raccroché. Parce que c'est voilà, le fait qu'on continue à fêter le 1er mai alors que ça vient quand même de Vichy. Bah, Vichy, voilà, on est passé à autre chose quand même normalement, quoi. Et pourtant, on continue à fêter, on a gardé ça. Ça montre bien que quelque part, dans l'inconscient collectif, on veut que les gens considèrent que le travail, c'est important. Donc, voilà, moi je t'invite, je sais qu'aujourd'hui, si on veut créer le nouveau monde, clairement, la notion de travail n'est pas la priorité, n'est pas numéro un. C'est le plaisir, c'est le fait, c'est le, oui, c'est le plaisir personnel. Alors pas le plaisir de consommation, voilà. C'est vraiment, pour moi, ce qui va être au cœur, encore une fois, de ce nouveau monde, c'est l'amour. Mais l'amour de soi d'abord, et la conviction que je suis quelqu'un de spécial, que j'ai quelque chose d'unique. Elle est là, il est là en fait pour moi la base, l'assise en fait de ce nouveau monde. On va pas pouvoir, enfin, tant que les humains, les petits humains que tu es, que moi je suis, tant qu'on continue à refaire la même chose, qu'on continue à se raccrocher au même sujet, mais comment on veut qu'il y ait quelque chose qui change? Non, c'est là encore, hein, attends pas le Messie que voilà que tout d'un coup Macron décide. Alors, en fait, les humains, chers compatriotes, je vous annonce une super nouvelle. À partir de demain, eh bien, vous allez avoir 3000 euros pour pouvoir créer votre entreprise. Non, mais tu y crois toi à ça? Bah non. Et tu peux toujours attendre, ça ne viendra jamais. La preuve, c'est que déjà les retraites, c'est non, tu pensais l'avoir à 60 ans? Eh ben non, tu vas attendre 2 ans, encore 2 ans. Et pendant ce temps-là, eh ben on travaille, on utilise ton fric parce que tu comprends, bah on utilise ton fric pour pouvoir payer voilà, les personnes qui sont au chômage. Mais voilà, pourquoi il y a autant de gens qui sont au chômage? Pourquoi il y a autant de gens qui sont malheureux? Tout simplement parce que justement, eh bien, ils sont coupés de l'essence de qui ils sont. Ils ne savent plus, en fait, que ce sont des êtres uniques, quoi. Et que tu sois hypersensible au potentiel ou pas, c'est la même chose, en fait. C'est juste que, selon moi, bah, les hypersensibles et les hauts potentiels et les très hauts potentiels, eh ben, ils ont une aide. Ils ont une aide supplémentaire. Ils sont aidés, ils sont guidés et ils sont poussés en fait par des êtres supérieurs, des esprits qui vont quelque part vraiment les obliger à y aller. Donc voilà, c'est pour ça que je parle. Les autres, voilà, les autres, ils ont pas la chance d'être guidés. Alors avoir la chance, oui et non, parce que bah en fait, quand tu le vis, tu as vraiment l'impression d'être maudit, quoi. Si tu ne comprends pas que en fait c'est une aide divine et qu'on te pousse à y aller, parce que en fait si tu le fais, bah à ce moment-là, on va être là pour toi. Bah en fait, toi tu freines, t'es là, t'es dans tes peurs, parce que je te rappelle que depuis ta tendre enfance, depuis
voilà, depuis le début, en fait, tu es mort de trouille. Et c'est transgénérationnel, c'est nos parents, nos grands-parents. Renseigne-toi, en fait, sur la vie de tes grands-parents. Ils portaient la peur, ils ont vécu la guerre, et donc cette peur, elle se transmet en génération. Donc la seule façon finalement, eh bien, de se débarrasser de cette peur qui nous transforme en consommateurs, eh bien, il va falloir la traverser, cette peur. Et de se rendre compte que finalement, elle est complètement... c'est une hallucination, c'est pas du réel. Et voilà, et sauf que, bah voilà, tant que toi, tu restes bien au chaud dans ton confort parce que tu as peur de ne pas payer tes factures, parce que tu as peur de perdre ta maison, parce que ceci, parce que cela, tu mets les priorités au mauvais endroit. Encore l'autre jour, j'avais un mec qui était terrorisé parce qu'il venait de divorcer et il se demandait s'il devait racheter sa maison ou pas. Mais non, non, tu dois pas racheter ta maison, c'est pas ça ta priorité. Ta priorité, c'est de te reconstruire toi, en fait. Et donc, bah, de pas commencer à t'endetter alors que tu es en pleine reconstruction. Et puis, encore une fois, on a amassé beaucoup trop d'argent. Tout ce principe de crédit, le système bancaire va s'écrouler, quoi, les gars, quoi. Arrêtez ça. La valeur immobilière, de toute façon, va s'effondrer. C'est évident, quoi. C'est pas ça la priorité. La priorité, c'est l'être. C'est pas l'avoir, c'est plus l'avoir, c'est plus le faire, c'est l'être. L'humain doit travailler l'être parce que ça fait longtemps qu'on a oublié qu'on était des êtres divins et qu'on avait un potentiel de malade, quoi. Donc, tant que voilà, on reste enfermé dans notre sécurité, eh bien, et qu'on ne travaille pas là-dessus, eh bien, voilà, vous allez mourir, quoi, les gars. Ça, franchement, quoi, je vous le dis net. Là, maintenant, il y en a marre. C'est tu vas, voilà, c'est comme je lisais l'autre jour, vaut mieux oser que crever, quoi. C'est parce qu'on crever d'ennui, crever de voilà, crever de tristesse, crever voilà, pas forcément mourir au sens propre, mais tu vas mourir d'ennui, tu vas mourir de tristesse à l'intérieur, ça va si tu vas te déprimer, vraiment de toute façon, tu n'auras pas le choix. Donc voilà, profite de ce moment du 1er mai pour te reposer les bonnes questions. Voilà, maintenant, c'est dit. Il n'y a plus qu'à.